Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on inaugure un tout nouveau format d'épisode. C'est les épisodes décryptage. L'idée est simple, inviter une experte du secteur de la rénovation pour prendre le temps de converser ensemble autour d'une thématique précise, dépasser les idées reçues et surtout vous aider à prendre des décisions plus éclairées pour vos propres projets. Et pour ce premier épisode de décryptage, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui et surtout beaucoup hésiter. Les matériaux naturels en rénovation. Parce qu'entre les discours très engagés, les avis parfois tranchés des artisans et toutes les informations contradictoires qu'on peut parfois trouver en ligne, il devient vite difficile de savoir quoi choisir concrètement pour sa maison. Parce que derrière la question des matériaux, il y a surtout une vraie question. Comment prendre les meilleures décisions quand on n'est pas du métier ? Et c'est bien là tout l'objet de ces épisodes dans lesquels donc j'invite mon cercle d'expertes. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Virginie Blaison, maître d'œuvre à Lyon, spécialisée en rénovation énergétique et justement en matériaux naturels, qui accompagne des chantiers bien réels avec des budgets bien réels et des familles bien réelles et qui va donc nous donner des réponses bien réelles. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode donc de décryptage. Tu inaugures le format. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter et nous expliquer c'est quoi le rôle du maître d'œuvre ? Eh ben, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, pour me présenter rapidement, je suis Virginie Blaison. Donc, j'ai mon entreprise qui s'appelle Guildea. Donc, je suis maître d'œuvre. Mais avant tout, j'ai pendant plus de 5 ans eu mon entreprise où je vendais que des matériaux de construction, notamment biosourcés. Donc, c'est un sujet où j'ai beaucoup d'appétence dessus. Et pour répondre à ta question sur la maîtrise d'œuvre, mon rôle, pour faire simple, c'est de driver un projet de A à Z pour des gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie de suivre leur chantier. Et donc moi, je suis là pour expliquer, coordonner, anticiper, planifier et puis faire la réception à la fin du chantier. Voilà en quelques mots. Très bien, tu accompagnes de A à Z, en gros, Exactement, c'est ça. quand on se lance dans un projet de rénovation. Et dans ton métier, j'imagine, tu rencontres souvent des personnes qui sont peut-être déjà un peu perdues ou hésitantes dans leur choix de matériaux notamment. Quelles sont les grandes inquiétudes que tu observes au début d'une rénovation ? De manière générale, déjà, les gens sont perdus sur le terme rénovation et rénovation énergétique. Ils ne savent pas déjà qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel ordre. Mmh. Et arrive effectivement la grande question ensuite de quel matériau faut utiliser. Et là, c'est encore plus questionnant pour eux. Donc la première des choses, en fait, qui est importante de faire, c'est déterminer la nature de sa maison. Parce qu'en fonction de la typologie, en fonction des matériaux utilisés et en fonction de l'année de construction, certaines choses vont pouvoir s'adapter et d'autres pas. Voilà. Donc moi, mon rôle va être aussi de les orienter, de les guider, sachant que comme j'ai expliqué, heu, je trouve les matériaux biosourcés bien plus performants
et intéressants à utiliser que des matériaux lambda, mais je pense qu'on va développer un peu tout ça par la suite. Tout à fait. Et avant ça, est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es intéressée? Comment tu en es venue à t'intéresser aux matériaux naturels? Parce qu'effectivement, c'était il y a déjà un certain temps, ça c'était peut-être moins tendance que ça ne peut l'être aujourd'hui? Alors je confirme que c'était vraiment pas du tout tendance. Pour la petite histoire, en fait, moi j'ai eu, des parents toujours, très attentionnés à l'environnement, à faire attention, hein, pas des écolos à proprement dit, mais tout simplement le respect. Donc ça va aussi par le respect de l'environnement de la planète. Et pour faire très court, moi j'ai fait des études dans une école d'ingénieur où je devais faire un prototype et j'ai découvert les panneaux photovoltaïques. Tu vas me dire quel rapport avec les matériaux biosourcés? Donc j'ai trouvé en fait les panneaux photovoltaïques formidables, et je voulais créer mon entreprise autour de ça. Et c'est comme ça que pendant ma formation, enfin mon école, j'ai découvert justement les matériaux dits, écologiques. Quelques années après, quand j'ai monté mon entreprise, donc un négoce de matériaux de construction, il est vrai qu'à ce moment-là, c'était, je dirais pas farfelu, mais un peu moins Dans l'air habituel. du temps, oui. Dans l'air Oui. du temps, merci, c'est ça. Mais il y avait quand même déjà une, demande, sachant qu'il y a des gens qui utilisaient déjà ces matériaux, avant. Donc c'était quand même une niche, mais une niche qui se développait au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui sur tes chantiers, c'est une demande assez fréquente du coup justement ou ça reste encore assez marginal? Alors je vais répondre à cette question de 2 manières. La première, c'est que vu que moi j'étais cette appétence, cette, envie de développer les matériaux biosourcés, c'est vrai que je communique quand même beaucoup dessus. Donc j'ai la moitié au moins de mes clients qui viennent me voir pour ce sujet, sachant que je les maîtrise. Donc la vérité va être un peu tronquée par rapport à ça. Mmh. Par contre, si je prends l'autre partie justement des gens qui viennent parce que je pense que je travaille aussi bien, quand je leur parle de matériaux biosourcés, il y a ceux qui connaissent pas du tout et ceux qui en ont déjà vaguement entendu parler. Ceux qui ne connaissent pas du tout, bah, je leur explique, le pourquoi du comment. Par contre, note qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui en ont entendu parler ces 4, 5 dernières années. C'est devenu quelque chose quand même d'un peu plus courant et d'un peu plus souvent utilisé. Un peu plus démocratisé, ouais. Exactement, et Ouais. pour preuve, c'est qu'avant, justement, mon négoce était le seul endroit où on pouvait trouver dans la région des matériaux biosourcés. Maintenant, c'est devenu quelque chose, beaucoup plus répandu et qu'on trouve à peu près dans tous les négoces, en fait, on va dire classiques, sans être, biosourcés. Donc c'est bien la preuve justement qu'il y a une demande, qu'il y a une proposition et que même les artisans sont en attente, de ces nouveaux, enfin, je veux dire c'est nouveau. C'est pas si nouveau comme produit, mais cette nouvelle manière de travailler. Mmh. Bah, alors justement, avant de parler des préjugés qui nous amènent à avoir cette conversation sur les matériaux naturels, est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer par revenir à la base et justement que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est? Enfin, quand on dit matériaux naturels, on parle de quoi exactement? Tu nous parles aussi de matériaux biosourcés. Est-ce qu'il y a une différence? Voilà, quels matériaux est-ce qu'on met derrière ces termes? Voilà. Alors derrière ces termes, c'est tout ce qui est matériaux, on va dire organiques, donc aussi bien, naturel, que animal. Je vais donner quelques exemples, pardon. Il y a la fibre de bois, il y a le liège, il y a le coton. Alors le coton a ce côté aussi très vertueux, c'est que maintenant avec, Emmaüs notamment, collecte les jeans, qui sont en base de coton, les recyclent et en font justement un matériau dit biosourcé parce que ça vient justement du coton. En plus, il y a cet aspect social qui est, pas non plus, déplaisant. Ensuite, il y a aussi d'autres matériaux donc dits animal, la laine de mouton, la plume de canard. C'est toutes des choses qui existent, qui sont certes beaucoup moins utilisées, mais qui ont, bah, qui existent, voilà. Heu, dans les matériaux autres, donc il y a la ouate de cellulose, qui est issue en fait du recyclage du papier. Donc il reste avec cette fibre naturelle et en plus avec cet aspect, recyclage. Voilà tout ce que l'on peut mettre dans la catégorie, matériaux biosourcés ou naturels parce qu'en fait c'est des synonymes, hein, c'est pas des mots différents, qui désignent un autre produit. Voilà.
Bien. Mais alors, du coup, tu vois, enfin, je vais aller au paroxysme. Est-ce que la laine de verre, tu vois, dans le sens où le verre est un matériau issu de enfin, est un matériau transformé, issu de matériaux naturels, pourquoi est-ce qu'on met pas, ce genre de matériaux derrière, cette définition? Et ben parce que justement, tu l'as très bien dit, c'est que c'est quelque chose de transformé. C'est du sable, hein, qui a été chauffé à très haute température, qui demande beaucoup d'énergie aussi pour produire, mais sans parler vraiment de l'énergie nécessaire pour produire, c'est vraiment très transformé. Tandis que la fibre de bois, et ben, c'est le bois qui est coupé en très fins morceaux et qui est juste compacté. Donc il y a pas eu une transformation, d'un matériau, enfin d'une ressource à une autre. Surtout que la laine de verre, il y a d'autres, produits rajoutés à tout ceci. Donc voilà, et en plus les matériaux biosourcés, son appellation vient du fait qu'en fait, c'est de la matière renouvelable. Du bois, on peut le retrouver sans cesse, le coton pareil, et puis il y a un matériau que j'affectionne tout particulièrement, c'est la Biofibre Trio. Donc c'est un mélange de coton, de lin et de chanvre. Ce chanvre, en fait, il est produit, bah, en Normandie. Donc déjà, bah, cet aspect, local, si on peut dire, comme ça, enfin français. Heu et en plus de ça, ça a ce côté aussi vertueux parce qu'en fait, c'est les agriculteurs qui laissent leur terre en jachère, et pour que la terre soit plus fertile, ils plantent du chanvre qui va justement drainer et apporter des minéraux supplémentaires. Ce chanvre, au lieu de le jeter ou enfin d'en faire rien du Jeter? coup, Mmh. voilà, ils le transforment et justement ils en font un super matériau qui est vraiment, à mon goût, l'un des enfin, c'est ceux que j'affectionne Des particulièrement. meilleurs? Oui. Voilà, et en plus de ça, bah, les agriculteurs, comme on sait actuellement, c'est pas le métier le plus rentable au monde, et ben, en fait, ça leur fait une source de revenus supplémentaire. Donc en fait, si on regarde bien la production et la fabrication de ce produit, non seulement c'est quelque chose de très performant, quelque chose, de facile à poser pour le plaquiste, il faut quand même penser aussi à eux. C'est quelque chose qui apporte un revenu supplémentaire et en plus ça nourrit la terre. Donc en fait, ça coche absolument tous les critères, enfin les miens en tout cas, qui conviennent bien. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Et pour aller plus loin, est-ce que naturel veut forcément dire écologique? Alors, oui, non. En fait, avant, c'est vrai que ça nécessitait quand même beaucoup d'énergie pour transformer certains enfin, pour fabriquer, pas transformer, fabriquer certains produits, notamment, le liège, hein. Le liège, il y en a très peu en France, donc la plupart, des panneaux de liège viennent du Portugal. Donc, bah, il y a tout le transport qui est lié aussi à ça, puis il y a sa récolte. Mais ce qu'il y a, c'est que les fabricants font de plus en plus attention justement à cette transformation, à l'énergie grise qui est dégagée pour, la conception du produit. Donc on peut dire quand même que c'est effectivement plus écologique et plus naturel, parce que maintenant il y a cette attente aussi supplémentaire. Bah, oui, parce que si on fabrique quelque chose de 100 sain, mais que ça fait tout le tour de la planète, il y a pas d'intérêt non plus, au niveau terme écologie. Donc il y a vraiment toute assemblage de choses qui fait que maintenant je pourrais dire sans trop me tromper que oui, les matériaux biosourcés sont aussi naturels et écologiques. Si, parce qu'on a finalement développé des filières de fabrication Exactement, françaises. exactement, c'est ça. Française ou Très limitrophes, bien. parce qu'il y a la Suisse et l'Allemagne sont aussi, très forts dans ce domaine. Mais oui, en prenant ce secteur plutôt court, on arrive maintenant à trouver, je vous dis, il y a que le liège, point d'interrogation parce que, il y en a beaucoup dans les Landes, mais pas suffisamment en fait pour faire, la production pour l'isolation de maison. Donc ça vient du Portugal, mais voilà, c'est peut-être l'isolant qui vient maintenant qui a le plus long trajet à t'acheminer. Et en termes de fin de vie de ces matériaux, est-ce que ce sont tous des matériaux qui peuvent être recyclés? Alors c'est tous des matériaux qui peuvent être recyclés et puis même, qui peuvent être tout simplement compostés, hein, parce que c'est tous des matériaux, qui à terme, mis dans les conditions, adéquates, peuvent se biodégrader, hein, donc Désintégrés? Mmh. exactement, et puis même, apporter, de la nourriture à la terre, hein, donc Mmh. aucun souci à ce Oui, niveau-là. comme un vrai compost, quoi. D'accord. Exactement. Très bien. Bon, alors on va s'attaquer à nos préjugés. Premier préjugé, celui auquel on pense tous.
c'est forcément plus cher. Les matériaux naturels, ça coûte plus cher et donc ça fait exploser le budget. C'est vraiment, un préjugé qui a la peau dure, j'ai envie de dire. Est-ce que selon toi, c'est vrai ou c'est faux? Alors malheureusement, c'est vrai. Les matériaux biosourcés sont un peu plus onéreux, que des matériaux classiques. Mais c'est quelque chose qui est de moins en moins vrai. Enfin, l'écart, en fait, se réduit de plus en plus. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant, les matériaux biosourcés, c'est quelque chose d'un peu plus marginal. Donc la production était moins importante, la distribution était plus compliquée, et cetera. Maintenant, c'est tout simplement l'économie d'échelle. Plus on produit, plus on arrive à diminuer ses coûts de production et plus on arrive à baisser, ses prix de fabrication. Heu, il n'empêche que ça reste quand même un peu plus cher que de la laine de verre ou de la laine de roche. Ce pourcentage, maintenant, il est, comme je dis, amené à descendre et on est plus ou moins à 10-15 plus cher qu'un matériau classique. Mais là où je vais me permettre de mettre un petit astérix, c'est que la ouate de cellulose, par exemple, par rapport à des combles dans les combles perdus, en fait, on est vraiment à des prix, équivalents. Deuxième chose, c'est que la pose en elle-même après des panneaux, c'est le même travail. Donc oui, on a le matériau qui va coûter un petit peu plus cher, mais tout le reste, c'est sensiblement, la même chose. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous les bénéfices qu'apporte, l'isolant naturel, notamment le déphasage, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, donc c'est le confort d'été. Ça aussi, c'est un critère à prendre vraiment en considération et à mettre dans l'addition totale. Voilà. Donc oui, effectivement, à l'achat, le matériau biosourcé va être un peu plus cher, mais ça diminue au fur et à mesure. Je prends l'exemple de la laine de roche et la laine, et la fibre de bois rigide pour l'extérieur, pour l'isolation par l'extérieur. Avant, la laine de roche était moins chère. Petit à petit, les choses sont en train de s'équilibrer et la différence est maintenant presque tellement infime qu'il faut mieux partir effectivement sur une fibre de bois pour l'isolation extérieure. Voilà. Voilà, c'est des Mmh. choses qui petit à petit sont en train de se réduire, mais oui, c'est un peu plus cher. Mmh. C'est la loi de l'offre et de la demande, quoi, Exactement, effectivement. Donc ça fait diminuer les coûts et en termes de matériaux aussi, enfin, c'est ce que tu dis et par contre en termes de mise en œuvre, comme la mise en œuvre est à peu près équivalente, c'est pas à ce niveau-là que ça fait augmenter les devis, si exactement, je comprends bien. exactement, Et effectivement, comme tu disais, il faut aussi prendre, la réflexion de manière globale, en termes de performance énergétique et de coefficient, bon, résistance thermique évidemment, mais le déphasage et le confort d'été. On est quand même de plus en plus soumis à des chaleurs estivales, importantes. Il faut s'isoler l'été presque plus que l'hiver maintenant et le déphasage, donc comme tu le disais, qui est le coefficient qu'on regarde pour le confort d'été, est bien plus performant, dans les isolants naturels que dans les isolants, conventionnels. exactement. Donc juste pour, simplifier les choses, donc le déphasage, c'est le temps que la chaleur va mettre pour traverser l'isolant. On appelle ça le lambda, voilà. Pour un polystyrène, le lambda est égal à 0. Quand il fait chaud dehors, quelques minutes après, vous avez cette Il chaleur fait chaud dedans. qui a commencé à rentrer. La laine de verre, en fonction de certaines marques, donc je vais essayer de faire quelque chose de général, mais c'est à peu près 4 à 5 heures. Donc 40 degrés dehors, 5 heures après, vous les avez à l'intérieur de la maison. Le déphasage pour les matériaux biosourcés, là, pareil, c'est une moyenne parce qu'en fonction fibre de bois, watts, de cellulose, et cetera, mais on est sensiblement sur les mêmes choses, à épaisseur égale, bien évidemment, c'est 10 heures. Donc en fait, s'il fait 40 degrés à 14 heures, vous retrouvez cette chaleur à l'intérieur de la maison à minuit. Mmh. À minuit, en fait Quand il fait plus froid dehors. exactement, donc là, vous ventilez et vous gardez votre confort. Il faut être aussi honnête, c'est qu'en cas de canicule, quand il fait aussi chaud la nuit que le jour, là, ça a ses limites parce qu'en fait, tout isolant, en fait, a ses limites, voilà. Mais bon, Oui, c'est sûr. heureusement, les canicules sont quand même pas tous les jours, mais de manière générale, le matériau biosourcé, en fait, vous évite ou vous réduit grandement l'usage de clim. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il faut prendre aussi ces critères-là, en adéquation avec le reste dans la réflexion. Hem, Parce que justement, si vous utilisez pas de clim ou très peu, vaut mieux investir 10 de plus dans un bon isolant que d'investir dans une climatisation qui, quoi qu'il arrive,
continuera à demander de l'argent parce qu'en fait, il faut l'alimenter en électricité, il faut lui faire une maintenance, ça émet des gaz aussi supplémentaires. Donc voilà, quand on prend tout ça en jeu, on s'aperçoit que les 10% d'origine sont plus que... Oui, sur le long terme, en termes de durabilité aussi, une clim, au bout d'un moment, elle tombe en panne, faut la remplacer. Enfin bon, C'est ça. bref, effectivement. Pour en revenir à notre, préjugé sur les coûts, est-ce qu'il y a des postes où c'est au contraire plus intéressant d'aller sur des matériaux naturels que sur des matériaux conventionnels? Tu nous as parlé de l'isolation extérieure tout à l'heure. C'est ça. Et alors l'isolation par extérieur, oui, justement, parce que c'est quand même un matériau, encore une fois, offre et la demande, l'économie d'échelle, qui est de plus en plus demandé, notamment dans les pays frontaliers, comme je l'ai dit, la Suisse et l'Allemagne. Donc en fait, c'est devenu quelque chose de répandu. En plus de ça, moi je parle pour la région lyonnaise, la métropole de Lyon a donné le complément justement pour utiliser de la fibre de bois à la place de laine de roche. Donc en fait, ça s'est encore plus demandé même pour des immeubles, pour du collectif. Donc du coup, petit à petit, on arrive sur des prix pas identiques, mais qui sont quand même en train de se rapprocher. Donc voilà. L'autre exemple, c'est la ouate de cellulose en comble perdu. La ouate est bien plus performant pour le confort d'été. On a exactement les mêmes caractéristiques pardon, pour le confort d'hiver. Et au final, c'est moins cher d'utiliser la ouate. Donc ça, c'est vraiment, la ouate de cellulose, un exemple flagrant et ça, en fait, c'est le matériau le matériau biosourcé, qui est le plus utilisé maintenant depuis, 15 ans par rapport aux autres. Donc ça fait bien voir justement cet effet ciseau justement dans les courbes tarifs et demande qui fait que les prix, diminuent et deviennent de plus en plus intéressants d'utiliser des matériaux biosourcés. Mmh. Très bien. Et est-ce que tu vois parfois des clients qui ont pu regretter leur choix? Enfin, je pense notamment à des clients qui auraient choisi des matériaux conventionnels et qui reviennent vers toi, peut-être parce qu'ils veulent changer au bout d'un certain nombre d'années, mais qui enfin, tu vois, dans le sens où, ils regrettent d'avoir pris la mauvaise décision au départ? Alors moi, c'est pas forcément qu'ils regrettent d'avoir pris la mauvaise décision, c'est qu'en fait, ils ont mal utilisé les matériaux et du coup, ils ont créé des pathologies dans la maison. J'ai un Mmh. exemple, j'ai, quelqu'un qui m'a contacté. Il s'avère que la le placo était en train de enfin la peinture était en train de cloquer. Donc je suis allée voir. En fait, je vais faire très court. Ils ont utilisé donc de la laine de verre, directement mis contre un mur en pierre et en fait la pierre, c'est un support qui est fermé, donc il y a pas de migration de la vapeur qui se fait correctement. Du coup, la vapeur, elle est bloquée contre la pierre et elle revient dans ce qui est le plus intéressant pour s'installer, à savoir la laine de verre. La laine de verre joue un rôle d'éponge, et du coup, ça entraîne des désordres pour le bâti. Donc là, oui, on essaie de trouver des solutions pour éviter de tout recasser et tout refaire. Et là, les solutions proposées sont en train d'être mises en place. Et après, on va voir si c'est suffisant ou si effectivement, il faut tout déposer. Là, oui, effectivement, c'est pas qu'ils regrettent parce qu'en fait, ils savaient pas. C'est plutôt le manque de Mmh. connaissances. C'est pas un choix Ils se qu'ils ont fait. rendent compte. Mmh. C'est pas en disant: «Ah mince, on m'avait proposé ça, j'ai pas écouté». Non, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas la connaissance et du coup, on est confronté à ce genre de soucis. C'est pour ça que je vous ai expliqué dès le début qu'il fallait prendre en considération aussi la nature, du bâti et à quelle époque ça avait été, construit. Parce que pour faire simple, tout ce qui est, pierre, terre crue, pisé, enfin en fonction de toutes les régions, voilà. C'est le matériau biosourcé qu'il faut utiliser et pas de la laine de verre et encore moins et surtout pas du polystyrène, comme ça peut être fait de Oui, temps en temps. bah, c'est vrai, tu rencontres encore des chantiers sur lesquels on pose aujourd'hui polystyrène, polyuréthane ou ce genre de choses en guise d'isolant? Tout à fait. Tout à fait. Alors notamment, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'isolation à un euro. Je ne viendrai pas trop sur ce Mmh. sujet, mais c'est le coût, enfin avant tout et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils posent que du polystyrène sans pour autant se poser la question que je vous ai dit avant, la nature des matériaux et là, en fait, c'est je veux pas faire peur, mais c'est catastrophique, en fait, donc
Ça peut créer non seulement des pathologies, mais surtout des très gros désordres pouvant entraîner, attention, je veux pas faire non plus, peur à tout le monde, mais ça peut faire, effondrer effectivement, des murs, quand c'est mal fait. Heu et quand c'est pas adapté, enfin ces matériaux ne sont absolument pas adaptés sur des maisons, par exemple, en pisé. Alors bon, le pisé, c'est vraiment, régional, on va dire, Rhône-Alpes, Oui. mais pour faire simple, et pour se rapprocher, c'est de la terre crue, voilà, c'est une méthode, utilisée dans la région, mais je pense que c'est une méthodologie de terre qui est utilisée après un peu de partout avec, d'autres, noms que celui-là. Oui, tout à fait. Oui, les murs en pierre de manière générale. Mais même, pour revenir sur, tout ce qui est polystyrène, polyuréthane, même en cas d'incendie, ça double, le la dangerosité. Bon là, l'incendie, on est d'accord que c'est déjà, une situation dangereuse, mais quand on a ce genre d'isolant, c'est quand même, très dangereux. Bon, Et oui, bref, malheureusement, il y on aura a bien compris que c'est vraiment pas pardon. l'isolant à à préférer. Bon, c'est sûr. Hem, de toute façon, on va effectivement reparler de du choix en fonction du bâti qui est effectivement un critère à prendre en considération. Mais avant ça, on va parler du préjugé numéro 2. C'est fragile et ça ne dure pas dans le temps. On entend souvent, les murs en enduit à la chaux, ça frite, la terre crue, ça craint l'eau, les dalles en béton d'argile, ça se raye. Bref, les matériaux naturels, ce serait moins résistant. Est-ce que selon toi, c'est fondé ou en réalité, c'est juste une méconnaissance du sujet qui fait dire ce genre de choses? Alors pour moi, c'est totalement infondé. En fait, il y a déjà eu des expériences effectivement où ça s'effrite, où ça farine, où il y a différentes, typologies de problèmes. Mais en fait, c'est tout simplement que la recette en fait, c'est comme, la pâtisserie, il y a une recette à respecter, il y a des liants, il y a des dosages à mettre. Si en fait ça n'est pas respecté à la mise en œuvre, et ben effectivement on est confronté après à ce genre de soucis. Mais si la recette de cuisine est respectée dès le début, on arrive à quelque chose justement de périn enfin pérenne dans le temps et qui fonctionne très, très bien. Là tout à l'heure je parlais par exemple du pisé donc qui est typiquement, Rhône-Alpes, rhône-alpien. Il y a des bâtiments, ça fait plus de 300 ans, 400 ans qu'ils sont empisés et qui ne bougent pas. Après c'est pareil, la terre crue, quand on utilise, si on met pas un soubassement qui est adéquat, si on couvre pas le dessus, et ben oui, l'eau va venir ruisseler dessus et va venir petit à petit détériorer, le support. Mais en fait, il y a des règles, dans la construction qui sont à respecter et si elles sont respectées, bah, il y a aucun souci non plus. La pluie peut couler dessus, c'est le ruissellement perpétuel qui va venir abîmer justement le support. Et si on l'a bien couvert comme il faut, dès le début, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Donc non, Donc faire les choses dans les règles de l'art, c'est ça, comme toujours, c'est ce qui permet d'obtenir les meilleures, ouais, performances d'un matériau. c'est ça. Et ça, c'est pas propre Ça au tombe bio sous le sens. voilà. C'est pas propre aux biosourcés, au naturel, ça fonctionne pour absolument tout. Donc si on respecte pas les DTU, les règles, appelons comme on veut, bah, après oui, on crée des désordres et ces désordres ne seraient pas arrivés si on avait respecté, la façon de faire. Et en ce sens, je pense que je connais ta réponse, mais est-ce que tu recommandes de toujours faire appel à un professionnel ou est-ce qu'on peut faire ça soi-même? Alors toujours faire appel à un professionnel, non pas forcément. Alors oui, c'est vrai que des fois les choses, sont mieux faites, mais si, soi-même on pense qu'on est capable et qu'on a la technique et qu'on respecte les choses, je vais pas mentir, chez moi j'ai tout fait moi-même, quasiment donc voilà. Donc on peut faire aussi soi-même, mais c'est toujours pareil en fait, il y a des règles, il faut les respecter. Alors des fois il y a certains tutos, que l'on voit sur internet, ça me fait doucement rire parce que je me dis: «Mon Dieu, si les gens suivent ces conseils-là, bah, ça va pas être génial». À l'inverse, il y a des Ouais. tutos qui sont très bien faits, qui sont très pédagogiques, qui s'appuient justement sur les DTE et tout et voilà. Après, il y a une dernière chose, c'est qu'un particulier peut aussi se faire accompagner de manière temporaire sur certaines étapes par un professionnel. Moi, par exemple,
en tant que maître d'œuvre ou un professionnel du métier pendant, sur le lot, à une étape, bien déterminée. Donc ça, après, c'est des choses aussi qui peuvent être discutées avec les professionnels. Donc Mmh. voilà. Ne pas hésiter aussi à demander aux professionnels Oui, s'ils peuvent, exact. nous former, en fait. C'est C'est ça? ça. Mmh. Après, il y a des professionnels qui vont vous dire clairement non, et puis il y en a d'autres qui vont dire: «D'accord, moi je vous accompagne sur telle ou telle, partie», et puis après il y a des chantiers participatifs, hein. Il y a d'autres organismes aussi, des écoles, qui fonctionnent aussi là-dessus. Donc il y a quand même suffisamment de vecteurs d'information pour trouver la bonne, le bon process et la bonne manière de faire. Mmh. Et donc on parlait du fait que, les matériaux naturels ne sont pas plus fragiles que les autres, mais est-ce qu'il y a malgré tout quelques limites à connaître? Eh beh, oui, enfin, c'est ce que je disais, par rapport à, par exemple, à un mur béton ou un moellon, brique. Oui, il y a des règles, ces limites-là qui sont respectées, et puis il y a la deuxième, c'est, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure, c'est la migration de la vapeur. Donc ça, il faut bien savoir que tous les jours dans notre habitat, nous, notre respiration, la production, liée à la cuisine, nos douches et cetera, on dégage quand même 4 à 5 litres de De vapeur. l'humidité. Et ça, en fait, elle doit s'échapper à un moment ou à un autre. Si on respecte pas les éléments correctement, bah là, on va créer des problèmes. Et là, il y a beaucoup de gens qui minimisent ça, parce que c'est vrai que l'humidité, en fait, on la voit pas, on la sent pas. C'est quand il y a vraiment le problème qui arrive que là, on se dit: «Ah mince, il y a un souci». Donc oui, il y a ces règles-là à respecter, et d'autant plus avec des matériaux, biosourcés, par exemple, notamment les isolants. Parce que comme je l'ai dit, bah, ça fait une éponge, hein, et l'éponge, après dégage, quand elle sature, dégage les problèmes d'eau. Oui, et du coup, est-ce qu'il y a comment dire? Des contraintes par rapport aux usages de certaines pièces? Tu vois? Est-ce que dans une salle de bain, par exemple, justement, il n'est pas recommandé d'utiliser ces matériaux naturels, ou en fait, peu importe, à partir du moment où on a créé une bonne ventilation, où on a anticipé ce transfert de l'humidité, enfin cette évacuation de l'humidité, en fait, peu importe? Et ben, en fait, c'est toujours pareil quand on a réfléchi au global, quand on a réfléchi vraiment son projet dans son ensemble, on peut utiliser ce que l'on veut, du moment que c'est compatible, bien évidemment. Après, il y a des règles, comme on l'a dit, à respecter. Effectivement, la ventilation, c'est un des sujets importants. Mais dans une salle de bain, si par exemple on utilise un matériau biosourcé, notamment en isolant, et qu'après on met bien un BA13 hydro, bah, tout ça en fait ça fonctionne. Donc il y a aucun souci. On utilise aussi une membrane, un frein vapeur entre les 2, petite parenthèse fermée, qui est obligatoire aussi. Tout à Mais fait, voilà. à ne pas oublier. Voilà. Après, c'est pareil, il existe des peintures biosourcées. Pour une salle de bain, on va quand même vérifier qu'elles soient bien compatibles justement à une surface humide. Et en fonction, si le fabricant dit: «Il y a pas de souci», et ça existe, hein, parce que j'en ai commercialisé, donc voilà. Mais c'est vrai que la peinture biosourcée en milieu humide, c'est presque ce qui est le plus fragile, enfin, le plus questionnant dans l'ensemble des matériaux et d'équipements de construction. Voilà. Et tout le reste, pas de problème. En fait, il y a aussi des limites, mais qui sont pas forcément, liées au fait que le matériau est naturel ou pas. Je pense aux infiltrations, aux rongeurs, à ce genre de choses. En fait, finalement, les matériaux naturels sont pas forcément plus soumis à ce genre de danger que les autres. Alors, je souris par avance parce que ça, c'est une question qui vient souvent. Alors dans la boîte de cellulose, vu que c'est du vrac, les rongeurs s'installent pas parce qu'en fait, ils peuvent pas nicher, ils peuvent pas faire de galerie. Donc en fait, justement, c'est un isolant qui va être, encore mieux quand on a des fouines, parce que c'est souvent les fouines, voilà. Pour ce qui est des doublages, et ben, comme c'est plus dense, c'est pareil. C'est plus difficile, pour les rongeurs de s'introduire dedans. Par contre, une fois qu'ils y sont, ils y sont bien. Voilà, donc après, il y a des grilles spécifiques qui existent pour éviter justement qu'ils rentrent dans l'isolant, notamment pour l'isolation par l'extérieur, parce que pour l'intérieur, c'est quand même, un peu plus compliqué pour qu'ils s'introduisent dedans. Mais après, il y a aussi des moyens qui sont mis en place et qui font partie maintenant des procédures classiques, mais ça, c'est la même chose pour la laine, de roche. C'est pas parce que c'est lié aux matériaux, naturels. Mais non, les matériaux, naturels ne font pas venir plus les rongeurs.
Au contraire, ça va plutôt les limiter. Après, une fois qu'ils y sont, quel que soit l'isolant, ils y sont. Voilà. Oui, une fois qu'ils ont fait leur nid finalement, pourquoi le quitter, hein? Ouais, voilà, exactement. Très bien. Et alors, tu nous en as déjà un peu parlé, mais on va sauter à pieds joints dans ce préjugé numéro 3. Ce n'est pas pour toutes les maisons. On imagine souvent effectivement que ces solutions, elles sont réservées aux maisons anciennes, aux maisons en pierre. Est-ce que c'est réellement réservé à des maisons, anciennes avec des techniques de construction anciennes? Alors absolument pas. C'est destiné à tout usage, à toute maison. Pour preuve, moi, ma maison a été construite en 87. Je l'ai tout rénové il y a une dizaine d'années. C'est tout en matériaux, bien évidemment, biosourcés. Quand on dit biosourcés, donc il y a les isolants, il y a la peinture, enfin, mais il y a pas que ça. Il y a aussi, tout à l'heure j'ai parlé de placo, mais il y a aussi le Fermacell qui est du gypse, qui fonctionne très, très bien justement aussi en salle de bain parce qu'il est naturellement hydrofuge. Voilà, donc après il y a plein de matériaux en soi qui peuvent être utilisés, dans toutes les situations. Donc bâti plus ancien, oui, il faut absolument utiliser des matériaux biosourcés isolants, mais après ça s'adapte, absolument de partout. Il n'y a pas de spécificité qui fait que d'usage interdit, voilà. Et donc, plus concrètement, si on rénove un pavillon, pardon, pas un papillon, un pavillon des années 80 en parpaing, est-ce que ça a du sens d'isoler sa maison avec un matériau naturel? Alors, pareil, même réponse. Ma maison, donc comme je l'ai dit, est en 87 et en parpaing. Donc bien évidemment que ça a du sens. Parce que non seulement ça a du sens pour moi, en termes, d'écologie, de respect de l'environnement, mais ça a du sens aussi par rapport au déphasage. Comme je vous ai expliqué, le temps que la chaleur met à rentrer dans la maison. Chez moi, en respectant bien sûr les règles classiques de fermer ses volets, de respecter de fermer ses portes et cetera quand en cas de forte chaleur. S'il fait 26 degrés, c'est le maximum. Donc oui, bien sûr que ça a du sens. Et au contraire, moi, je trouve que ça apporte de la masse supplémentaire parce que, des matériaux anciens, ils avaient de l'épaisseur et ça garde justement un peu la fraîcheur. Mmh. Un De moellon l'inertie, ouais, c'est ça. exactement, l'inertie, je sais pas si je peux utiliser le terme ou pas, mais cette inertie, vous la retrouvez absolument pas justement dans le moellon. Donc le fait d'utiliser des Des murs matériaux en parpaing, hein, c'est sûr. voilà, exactement. Donc vous avez ça, en plus qui est quelque chose de fort justement pour les maisons actuelles. Voilà. Mmh. Et est-ce qu'on peut mélanger les matériaux naturels et les matériaux classiques dans son projet? Alors je vois je vois pas pourquoi on mélangerait, enfin je vois pas l'intérêt en fait de le faire. Peut-être pour économiser un tout petit peu à un moment. Bon, Peut-être voilà, pour quelques ouais, des questions de budget? voilà. Alors après ça serait tellement minime, mais en fait ça serait pas incompatible. Heu, Par exemple, s'il y a de la laine de verre existante dans des combles perdus et qu'on vient souffler de la ouate de cellulose par-dessus, techniquement, il y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'on a tendance à faire ce qu'on appelle dépolluer, enlever la laine de verre qui est souvent saturée pour vraiment mettre quelque chose de performant, d'origine et cetera. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'on peut mélanger les isolants? J'aurais tendance à dire oui, mais je ne vois pas en fait, quel serait l'usage. Il y Peut-être a pour pas trop de sens. ouais, Ouais. peut-être pour les rampants, peut-être mettre, justement quelque chose de biosourcé pour le déphasage et pour des questions d'économie, mettre la deuxième couche, en laine de verre. Peut-être à ce moment-là, effectivement, mais ce serait vraiment, des choses, ponctuelles, voilà. Enfin, pour qu'il y ait vraiment du sens, pour qu'il y ait Mmh. un intérêt, voilà. Mais pour répondre à la question, techniquement, je vois pas de souci. Voilà. OK. Bah, écoute, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est quand même des questions qu'on peut se poser, notamment en lien avec ce préjugé sur le budget. Des fois, on peut se dire, effectivement, mélanger enfin, aller sur un matériau, dont le coefficient de déphasage sera vraiment plus intéressant en toiture, mais sur quelque chose de plus conventionnel, en façade. Peut-être aussi parce qu'on fait une isolation, par l'extérieur et que du coup, notre artisan nous propose, bah, le polystyrène là, pour le coup, non? C'est quand, il y en a quand même beaucoup qui installent ça aussi en extérieur. Enfin bon, bref, on pourrait être confronté à ce genre de situation. D'accord. Vous avez Mais d'ailleurs
compris du coup la question, je pensais que c'était les 2 en une seule couche, mais effectivement, si c'est pour traiter un endroit avec du Oui. feu foncé et d'eau oui, là, alors là, il y a oui, ça a du sens, je comprends mieux, d'accord, désolée et oui, bien sûr que ça peut se Non, faire. non, pas de souci. Voilà et après oui, comme je l'ai dit, il y a encore quelque temps, la laine de roche était quand même moins chère que la fibre de bois, donc rien n'empêchait de faire son isolation en boîte de cellulose et faire son isolation par extérieur en laine de roche. Enfin, c'est totalement compatible, il y a aucun souci à ce sujet, oui. Mmh. Oui. C'est ça, c'est compatible, mais comme tu l'as quand même relevé, est-ce que ça a du sens? Le moment où on s'engage dans un projet avec des matériaux naturels, c'est quand même qu'on a envie de s'engager dans un projet plutôt écologique. Donc effectivement, à certains endroits, peut-être qu'on peut se poser la question, enfin tout dépend du projet, mais ça, ce n'est pas incompatible, on va dire. Moi, je voulais juste rajouter que le polystyrène, c'est vraiment pas un matériau que j'affectionne. Et par contre, j'arrive à comprendre aussi des fois son usage, parce qu'effectivement, c'est un matériau, bah, c'est le moins cher des 2 autres dont on a déjà parlé. Donc ça permet quand même à des gens avec un petit budget de au moins s'isoler pour l'hiver. Et ça, c'est pas aussi enfin, c'est pas négligeable. Il faut quand même, que tout le monde ait le droit à se chauffer et avoir, une température décente, chez soi. Donc c'est pas non plus, Mmh. à diaboliser, à dire: «Bon voilà, le polystyrène, c'est ceci, c'est cela». Oui, il y a des choses qui sont pas dans ma fibre, on va dire, mais oui, à des moments, bah, quand c'est soit on s'isole pas, soit on met ça, bah, vaut mieux mettre ça. Je sais que c'est pas français, mais c'est moins pire. Et ça permet, voilà, Oui, à pas avoir, des c'est tasses moins pire que rien. voilà, exactement. Non, mais bon, il y en a certaines personnes qui sont dans la précarité, de pour se chauffer. Donc ça aussi, il faut quand même le prendre en considération. C'est pas destiné à ceux qui peuvent se payer, une isolation par l'extérieur. Ça, on est et dans ces cas-là, je le conçois et je le comprends, totalement. Mmh. D'autant plus quand on sait que, tout ce qui est, subvention, accompagnement, prime rénov et tout le voilà, n'accompagne pas spécifiquement les matériaux naturels. Non, C'est la même aide pour, tout le monde. C'est plus une question de coefficient, de résistance thermique, même le déphasage n'entre même pas en ligne de, considération quand il s'agit de calculer les aides. Donc effectivement, c'est aussi enfin, quelque part, c'est dommage que l'État, n'accompagne pas mieux ce genre de matériaux. Mais, voilà, quand on sait que c'est pas plus aider finalement, c'est déjà, comme on l'a dit, moins pire que rien. c'est ça, exactement. Bon alors le préjugé numéro 4, les artisans, enfin ou mes artisans, on pourrait citer. Mes artisans ne veulent pas en entendre parler. Très touchy, très terrain. Effectivement, comment on fait quand on a des artisans qui, ne veulent pas mettre en œuvre des matériaux naturels? Et je pense notamment parce qu'effectivement, on peut parler de mon expérience, personnelle. Je me suis déjà retrouvée face à des artisans qui ne voulaient pas entendre parler de la laine de bois parce que ça gratte, ça pique. Bon, alors alors qu'ils préfèrent du coup mettre la laine, de verre d'aujourd'hui qui a été traitée et qui est moins, urticante, on va dire. Alors là, je vais répondre avec mon passé aussi d'entreprise, enfin j'étais DG d'une entreprise, d'une quarantaine, de personnes donc dans le bâtiment, donc aussi bien peintre, isolation, placo, enfin et cetera. Donc oui, bien sûr, il y a encore des artisans qui ne veulent pas, changer leur méthodologie et parce qu'ils faisaient comme ça avant, il y a pas de raison que ça soit autrement maintenant. Ça, c'est une catégorie qui restera, il y aura toujours des gens dans cette catégorie, ça c'est une évidence. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises, justement, qui changent aussi et qui évoluent. Ils évoluent déjà d'une parce que c'est dans leurs valeurs, donc ils veulent justement avoir, une entreprise plus vertueuse, plus, à l'écoute, donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus justement de clients qui leur demandent parce qu'ils ont cette connaissance. Comme je l'expliquais au tout début, c'est des matériaux qui commencent à plus se démocratiser, donc la preuve, on en parle aujourd'hui. Donc ils ont aussi la demande. Donc comme ils ont la demande, ils se disent: «Tiens, s'il y a la demande, c'est qu'il y a peut-être un intérêt». Donc ils forment leurs équipes aussi là-dedans. Et le troisième point, eh ben, c'est aussi par rapport, aux équipes. Alors, la remarque sur la fibre de bois qui gratte, qui pique, oui, je vais même dire, c'est un cauchemar à mettre en place pour les rampants. Parce qu'en fait, les plaquistes en prennent vraiment c'est de la microfibre, donc ils en prennent vraiment plein les yeux, plein les narines, plein la bouche et plusieurs jours comme ça, ouais, c'est quand même très compliqué. Par contre,
comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un matériau qui s'appelle la biofibre à mettre en rampant. Et alors là, c'est un confort absolu. La biofibre, j'en ai un petit échantillon. Heu, c'est presque un petit matelas tout doux sur lequel moi j'ai déjà vu des gens dormir dessus à la pause de midi. Voilà. Donc après, oui, effectivement, ça Pour pique. la sieste? Exactement, exactement. Mais pour les doublages, en fait, la fibre de bois, cette fois-ci, on n'est pas directement, sous le panneau. Donc là, à poser, c'est Mmh. tout aussi agréable, même plus agréable que de la laine de verre, c'est sûr. Mais donc voilà. Donc oui, il y a encore des artisans qui sont réticents à tout ceci, mais ils sont en train de réduire petit à petit. Mais c'est qu'ils connaissent mal, C'est ça, finalement. c'est ça. C'est qu'ils connaissent pas mal, c'est qu'ils en ont pas eu, la demande, qu'ils ont pas eu, connaissance même, du produit. Mais, bon, moi je fais partie de l'ACAPEB, donc l'ACAPEB, c'est le syndicat des artisans. De plus en plus d'artisans connaissent maintenant les matériaux biosourcés. De plus en plus, l'utilisent et forment aussi leurs équipes. Donc oui, il peut y avoir encore, pour répondre à la question d'origine, des entreprises qui disent: «Non, moi je fais pas ça». J'aurais tendance à dire: «Si c'est vous dans vos valeurs, en fait, consultez un autre artisan», parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui commencent à le faire ou qui le font déjà maintenant depuis plusieurs années. L'entreprise dans laquelle j'étais, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils posent, des matériaux biosourcés. Voilà, et qui respectent les Mmh. règles qui vont avec. Et est-ce qu'il faut tu parlais de, voilà, tu parlais de formation. Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques pour mettre en œuvre ce type de matériaux à avoir? Alors la mise en œuvre en elle-même, elle est pas différente d'une laine de verre. Elle va voilà. Un matériau, dans tous les cas, il faut que la pose soit bien faite. Si vous laissez des jours entre les panneaux, en fait, vous créez des ponts thermiques et du coup, si vous multipliez les ponts thermiques, il y a pas d'intérêt à isoler la maison et surtout à mettre de l'argent dedans. Après, une fois que la pose, elle est faite, qu'elle est rigoureuse, mais quel que soit l'isolant, il faut savoir, c'est que alors le DTU, c'est, pour faire simple, c'est les règles mises en place pour les professionnels qui doivent respecter. Donc dans le DTU, il est dit, c'est une obligation, qu'il y a maintenant le frein vapeur, la membrane doit être mis obligatoirement en rampant, quel que soit le matériau. Par contre, pour les doublages, donc les parties, qui donnent sur l'extérieur, là, le Mural? Voilà. mural, voilà, le frein vapeur n'est pas obligatoire pour la laine de verre. Par contre, elle est obligatoire pour tous les matériaux biosourcés. Je pense que ça va très vite évoluer aussi parce qu'en fait, je vois pas pourquoi, plus l'un que l'autre. Peut-être qu'il y a quelques, lobbying, dans l'histoire, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Là, du coup, Mmh. c'est pour ça que je parlais de formation, c'est que quand on met un isolant naturel, on est obligé de mettre un frein à vapeur par la suite. Et c'est pareil, le frein à vapeur, s'il n'est pas posé correctement, là, on crée aussi des désordres qui peuvent être importants dans le bâtiment. C'est pour ça que je parlais de formation, parce qu'en fait, l'un va pas sans l'autre. Voilà. Les désordres, sont pas le plus couramment issus du matériau en lui-même, mais plutôt d'un défaut dans la mise en œuvre. C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait bien résumé. C'est parce que le matériau en lui-même, à part s'il est vraiment pas fait pour cet endroit-là, heu, notamment, je vais vraiment exagérer, dans une cave humide, et bien évidemment, nous n'allons pas mettre, un matériau biosourcé. On va même rien mettre du tout. Il y aura que le liège ou le polystyrène qui va peut-être, pouvoir être utilisé. Mais après, dans une utilisation lambda, oui, c'est qu'une mise en œuvre, qui a pas été respectée, qui peut créer des désordres. Et donc tu nous as parlé du frein vapeur et notamment de l'absence de frein vapeur, j'imagine, dans les désordres. Mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs comme ça que tu vois sur les chantiers, qui peuvent être commises, dans la mise en œuvre ou dans l'utilisation des matériaux et qu'on pourrait effectivement, pour lesquels on pourrait alerter les auditrices et les auditeurs? Alors des erreurs de mise en œuvre, en fait, oui, bien sûr, il y en a plein, mais pas forcément liées vraiment au matériau biosourcé en lui-même, en fait. Parce que, heu, oui, en fait, sa composition est différente, mais le reste, tout équivalent. Donc après, des erreurs de mise en œuvre que je vois malheureusement, c'est quand on fait un doublage extérieur, il y a encore
à l'ancienne, où on utilise, bah, les montants, les fourrures, vous savez, pour tenir le placo. Les On les rails, coupe, les montants. voilà, Mmh. on les coupe et on s'en sert d'équerre pour maintenir justement l'isolant et le placo après. Donc en fait, c'est du métal. Donc on sait tous que le métal C'est très transmet, conducteur. voilà. Donc en fait, on multiplie les ponts thermiques alors qu'on veut faire une belle Mmh. isolation. Mais ça, c'est vrai pour la laine de verre ou pour, les matériaux biosourcés. Et là, en fait, il y a maintenant des équipements qui existent, qui sont formidables et qui évitent justement tous, ces ponts thermiques. Il y a une autre chose là que j'ai vue il y a pas très longtemps, j'ai même essayé d'alerter, c'est les gens quand ils soufflent, un isolant dans les combles perdus, qui vont pas faire attention aux spots et qui vont pas faire attention, encore Mmh. pire, aux conduits de cheminée. Et qui ne font pas ce qu'on appelle la garde au feu. Une garde au feu est obligatoire, parce que même si votre produit, parce qu'on m'a dit: «Oui, mais il faut mettre de la laine de roche, c'est ininflammable». Mais non, en fait, c'est Oui. la combustion lente et c'est même pas une question de que le produit soit, prenne feu, c'est le matériau sur lequel il est qui, lui, peut après prendre feu. Donc c'est vraiment un autre problème. Donc en fait, il y a des règles qui sont, impératives à respecter, mais c'est pas propre aux matériaux biosourcés en lui-même. Donc c'est pas une, comment je peux dire? Une excuse pour pas en mettre, en fait. C'est juste des règles de bon sens et d'usage, du matériau, quoi. Je sais pas si je réponds Oui, c'est correctement à sûr. la Mais question? c'est vrai que c'est si, tu réponds tout à fait. Après, c'est des choses que, quand on ne sait pas, c'est plus difficile, de, vérifier, Mmh. ce que peut faire son artisan. Effectivement, c'est toujours le même problème, Alors quand on ne sait pas, on peut pas voilà. Le mieux, c'est quand même effectivement d'écouter un épisode des Clés de la Réno pour savoir et ensuite pouvoir, aller regarder ce que fait son artisan et notamment, tu vois, on avait eu cette conversation sur la garde au feu. Moi, c'est mon artisan qui va poser, mon isolant en toiture là, qui est donc, c'est ça de la ouate de cellulose, en rampant, qui lui m'a dit effectivement, qu'il allait garder un espace autour de la cheminée, mais qu'on allait pouvoir le combler, que lui pouvait pas le faire, mais que nous, il nous conseillait de mettre de la laine de roche quand Non, même pour ne pas créer de pont thermique. non. Il vaut mieux un petit pont thermique qu'un incendie. Après pour les particuliers, il y a des centres de formation qui sont dédiés justement aux particuliers. Sur la région Rhône-Alpes, nous, on a par exemple Oikos. Je suis sûre qu'il y a ces modèles un peu partout en France et là, c'est vraiment à destination du particulier. Donc en fait, il faut se renseigner dans ces endroits-là. Après, vous avez d'autres, sources qui s'appellent l'ADEME et ça, c'est vraiment aussi c'est national et ils ont quand même beaucoup de documents, beaucoup de choses qui sont De fiches à disposition, pratiques et voilà, mmh. qui sont à disposition que l'on peut regarder et puis après, on peut très bien aussi demander l'avis à un autre professionnel. C'est si on sent qu'il y a un problème vraiment important qui peut être après, endommager le bâti ou même pire, mettre le feu, il vaut mieux passer un autre coup de fil ailleurs. Quitte à avoir, quelqu'un qui ronchonne que mettre en danger, sa maison et sa vie. Alors avant qu'on se quitte, je voulais quand même que tu nous aides à déterminer un peu, les critères, qui peuvent nous aider à trancher, à choisir notre matériau naturel. Quelles sont, selon toi, les 3 questions à se poser avant de valider son matériau? Déjà l'usage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va pas mettre, en fonction du taux d'humidité, en fonction du bâti, on va pouvoir déterminer quel est le matériau qui est compatible à cet endroit-là. Là, on a quand même focalisé beaucoup sur l'isolant parce que c'est vrai que c'est souvent le matériau, biosourcé qui revient le plus fréquemment. Mais après, il y a l'enduit, chauchant, il y a l'argile, il y a tellement de choses, qu'il faut regarder en fait la compatibilité avec l'existant. La deuxième question, c'est la mise en œuvre. Avec l'existant, c'est ça. Voilà, la mise en œuvre, est-ce que c'est Déjà, la première question, c'est quel matériau de construction? À quel matériau de construction j'ai affaire? voilà et voir si c'est compatible, qu'on va pas créer justement enfin un désordre alors que c'était, couru d'avance. Voilà. La deuxième chose, c'est de se dire: «Qui c'est qui fait la mise en œuvre? Est-ce que c'est nous ou est-ce que ça va être un artisan?» Si la question c'est nous, est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on a suffisamment d'informations? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une formation? Parce que par exemple l'enduit chaud chambre, c'est une super technique, mais si on la maîtrise pas, c'est catastrophique derrière, voilà. Sachant qu'après un enduit chaud-chambre, il y a des règles obligatoires d'un temps de séchage. Donc si on respecte pas aussi les temps de séchage et qu'on met directement après un enduit décoratif dessus, c'est voué à l'échec. Donc voilà, donc bien savoir si on sait faire.
Si on ne sait pas faire, se former ou aller voir l'artisan qui s'y connaît. On sonde déjà maintenant de plus en plus d'artisans ont quand même un site internet ou des recommandations, donc on peut vite voir si c'est quelque chose qu'il connaît ou si, il le découvre au fur et à mesure qu'on en parle. S'il le découvre au fur et à mesure, si c'est quelque chose d'un peu technique, j'aurais tendance à dire, passez votre chemin et allez voir une autre entreprise. Parce que maintenant des entreprises qui sont vraiment formées à tous ces matériaux, à tous ces usages, il y en a de partout. Donc on peut trouver, j'aurais tendance à dire assez facilement. C'est vrai que moi je me focalise sur la région, Rhône-Rhône-Alpes parce Que qu'il y tu a quand connais. que je connais, voilà. Après je connais un peu moins toute la France, mais je suis persuadée que quand je vois le nombre de négoces maintenant qui se montent en matériaux biosourcés, s'il y a autant d'offres, c'est qu'il y a aussi la demande qui va avec. Enfin, c'est évident. Donc voilà. Après donc on a dit, 3e point, qu'est-ce que je pourrais dire en troisième point? Bah, c'est respecter après, donc la pause, mais après l'ensemble. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé de ventilation, on va pouvoir faire des super choses, mais si derrière il y a aucune ventilation, il y a rien qui se passe, bah, en fait, on va quand même endommager ce qu'on a fait, alors qu'à l'origine, on pourrait dire: «C'est pas lié», mais si, en fait, ça c'est la maison, c'est un ensemble dans une globalité à regarder de manière, globale. Enfin, ça Oui, c'est répété réfléchir voilà, son projet au global. exactement Mmh. et moi, je En vois termes beaucoup de ventilation, de chauffage, de gestion de l'humidité, de ouais. exactement. Moi, je vois beaucoup de gens qui se disent: «Ah bah super, j'ai commencé ma rénovation, j'ai fait ça». Oui, en soi, c'est super, mais comme on n'a pas réfléchi enfin, vous n'avez pas réfléchi dans son ensemble et ben, en fait, on a déjà tué la rénovation dès le début par la première étape, parce que les autres n'ont pas été anticipés. Et ben, les matériaux que l'on pose biosourcés, en fait, c'est pareil. Il faut réfléchir dans sa globalité et pour pas, sauter des étapes et faire qu'à la fin, bah, c'est moins bien, voire pas bien du tout, quoi. Donc la vision globale, c'est quand même quelque chose de très important, ouais. La vision globale Mmh. et l'ordre des travaux Ah oui, l'ordre des travaux, oui. qui va avec. Ouais. Exemple, On est d'accord, ça fera exemple, l'objet voilà, je d'un dirais, autre ouais, épisode. un exemple qui est très simple, et que j'ai déjà constaté, c'est que certaines personnes vont faire leur isolation, vont utiliser des matériaux biosourcés ou autres. Mais en fait, ils vont faire passer les réseaux, on va voir le mur, les réseaux, l'isolant, le placo. Et ben non, en fait, parce qu'on achemine du froid à l'intérieur. Donc en fait, on crée des ponts thermiques, de manière, Mmh. extraordinaire dans toute la maison. Donc voilà, il y a vraiment un ordre. L'isolant, la membrane, les réseaux, d'évacuation, électrique et le placo. Ça, c'est l'ordre, nécessaire à respecter. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas Mmh. Tout propre à à fait, le l'isolant. millefeuille. Voilà, c'est du bon sens général. Oui, ça c'est des choses, de base, effectivement. Et pour finir, avant qu'on se quitte, je voulais j'ai oublié de te faire réfléchir à cette question, mais c'est la question que je pose à tous mes invités en fin d'épisode. De manière générale, quel serait le conseil numéro 1 que tu aurais envie de transmettre à des gens qui se lancent dans la rénovation? On n'est pas forcément en train de parler de matériaux naturels là, mais c'est plus de manière générale. Et ben, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'en fait, ces travaux, il faut les penser dans son ensemble et pas se dire: «Tiens, j'ai pas beaucoup de budget, donc je vais faire que ça». Bien évidemment que le porte-monnaie va Mmh. être aussi le maître mot, de l'ensemble, mais en fait, il faut réfléchir dans son ensemble et après faire par étapes. On se dit: «OK, comme j'ai vu dans son ensemble» et c'est pas parce qu'on fait par étapes qu'on peut pas évoluer aussi un petit peu au cours des années qui suivent. Mais il faut quand même se projeter de manière générale. Qu'est-ce que l'on veut? Comment on vit dedans? Quels sont nos usages? Et seulement après, parce que des fois on se dit: «Ah j'ai fait ça, mais en fait je suis bloqué sur tout le reste». Voilà. Et ça serait mon Mmh. conseil numéro un, à réfléchir dans sa globalité, sa rénovation. On peut phaser, mais une fois qu'on a réfléchi au global. Effectivement, et pas se lancer un peu, comme un chien fou, d'un côté dans l'électricité, de l'autre côté dans une salle de bain et puis, ah bah, finalement si on isolait, c'est un peu n'importe quoi. Non, non, je suis d'accord, complètement d'accord. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Virginie pour cet échange très éclairant, concret et sans langue de bois sur les matériaux naturels. C'était très instructif. Pour te retrouver, on a plusieurs solutions. C'est, soit le site internet de ton entreprise, donc guildea.fr, ou également sur ton compte Instagram guild-EA. Je mettrai comme d'habitude tous les liens
dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode aura pu aider toutes nos auditrices et nos auditeurs à y voir plus clair et surtout à dépasser les idées qu'ils pouvaient avoir sur les matériaux naturels pour faire des choix plus éclairés et adaptés à leur maison. L'idée, c'est vraiment de faire des choix qui correspondent à chaque projet, chaque bâti et chaque manière d'y vivre, puisque finalement, on le sait bien, toi comme moi, chaque projet de rénovation est différent. Si tu nous écoutes et que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'est ce qui aide le plus le podcast à grandir. Je te remercie encore une fois, Virginie, pour ta présence, ta bienveillance et tous tes conseils que tu auras bien voulu nous transmettre ici. On se dit à bientôt et à une prochaine fois sur les clés de la réno. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.